Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, l'audience est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre garde des Sceaux, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Madame la défenseure des droits, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission des finances du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles et militaires présentes, Monsieur le procureur général, Mesdames, Messieurs les présidents de chambre, Mesdames, Messieurs les présidents de chambre, Premier président et procureur général honoraire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre audience solennelle de rentrée 2024. Cette cérémonie annuelle est une tradition importante pour notre institution. Elle nous permet de présenter nos réalisations et nos ambitions collectives aux plus hautes autorités de la République. Je souhaiterais d'abord naturellement remercier les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur le Premier ministre, après avoir reçu ses prédécesseurs, la Première ministre Elisabeth Borne l'an passé, le Premier ministre Jean Castex l'année précédente, Monsieur le garde des Sceaux, ainsi que les hautes autorités civiles et militaires de notre pays sont également présents pour partager ce moment symbolique avec nous. Et nous vous remercions, bien sûr, très chaleureusement. Monsieur le Premier ministre, vous nous faites l'honneur, et j'ose le dire, l'amitié, d'être parmi nous peu de jours après votre prise de fonction. J'ai le plaisir de vous recevoir dans la grande chambre de la Cour des comptes, sous le regard de Marianne, de la connaissance et de la justice. Ces statuts qui nous surplombent et entourent l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notre source constitutionnelle originelle qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Ce sont 15 mots concis, précis, qui sont au fondement des missions de contrôle et de jugement qui sont les nôtres et qui sont la garantie, je dirais, la condition même de l'exemplarité, de l'efficacité de la gestion publique. Ils sont surtout un des socles de la confiance des citoyens dans l'action publique et à ce titre, un socle du débat public et de l'état de droit. Et c'est une mission qui nous honore et qui nous oblige. Monsieur le Premier ministre, bienvenue dans cette institution de la République, chargée d'une mission essentielle. Elle se doit d'être indépendante. Elle est, depuis 2008, à équidistance entre le gouvernement et le Parlement. Nous avons le devoir d'assister le Parlement, de contrôler l'action du gouvernement, d'éclairer les citoyens et les décideurs publics. Nous exerçons ce devoir en magistrat, et la robe que nous portons aujourd'hui symbolise ces exigences d'impartialité et de collégialité que nous respectons toujours rigoureusement. À l'heure où la démocratie semble parfois remise en cause, où elle est combattue, à l'heure où les analyses étayées, fiables, objectives se font plus rares, ce positionnement objectif et indépendant est inestimable. C'est pour le conserver, c'est pour le renforcer que nous tâchons chaque jour d'en défendre les principes et les valeurs et de nous adapter, de nous réformer, de nous transformer pour demeurer à la hauteur des attentes des citoyens, pour faire des juridictions financières ce tiers de confiance qui est reconnu dans le débat public et pour qu'elles demeurent enfin un des piliers de notre système démocratique. Alors que le rideau s'est déjà largement ouvert sur 2024, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année, décisive à bien des égards pour notre pays. L'année 2023 fut dense, passionnante, riche, intense, difficile parfois. En 2024, nous poursuivrons le mouvement engagé pour faire de la Cour une institution plus percutante, plus lue, plus écoutée dans le débat public et elle-même plus à l'écoute des citoyens. Madame la secrétaire générale, veuillez donner lecture du procès-verbal de la dernière audience.
Le lundi 16 octobre 2023 à 15 h, la Cour des comptes s'est réunie en audience solennelle dans la Grande Chambre sous la présidence de M. Pierre Moscovici, premier président. La secrétaire générale lit le procès-verbal de l'audience du 21 septembre 2023 qui est adopté. Elle lit ensuite les textes intéressants des membres de la Cour. Monsieur le procureur général requiert l'installation de M. Beltrán Calvera en qualité de conseiller maître, Mesdames Roma Beaufray, Maude Choquet, Messieurs Vincent Dedry, Benjamin Bocher, David Harel et Madame Laure Terrasse en qualité de conseiller référendaire. Monsieur le Premier Président procède à l'installation de tous les magistrats selon le cérémonial en usage. Puis Monsieur le Premier Président recueille le serment de Madame Gaëlle Firville, Messieurs Emmanuel Berthier, Noam Léandri, Madame Natacha Pinoy, Messieurs Paul Riffaut, Laurent Simula, Mesdames Noémie Houard, Véronique Fouque, Mathilde Gramont, Messieurs Salah Milal et Basile Pierre en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire, et de Messieurs Ousmane Galloco, François-Emmanuel Lacassagne, Mesdames Justine Renaud, Marie-Apolline Barbara, Messieurs Axel Mébon et Paul Florence en qualité d'auditeurs et procèdent à leur installation. Monsieur le Premier Président prononce une allocution. L'audience est ensuite levée. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Le procès-verbal est donc adopté. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Monsieur le Premier Président, permettez-moi d'associer le parquet aux mots de bienvenue et aux remerciements que vous venez d'adresser à Monsieur le Premier ministre, à Mesdames et Messieurs les ministres, aux membres du Parlement, à toutes les hautes personnalités qui assistent à cette séance de rentrée. Votre présence, Mesdames et Messieurs, témoigne de la considération que vous portez à la Cour. Monsieur le Premier ministre, nous sommes ce que nous sommes. Ce cérémonial venant d'un autre âge ne fait qu'attester notre attachement à 4 principes cardinaux qui, depuis l'origine, président à la formation des décisions de la Cour et leur confèrent autorité. Vous les avez rappelés: indépendance, impartialité, contradiction, collégialité. L'apparence ne saurait cependant tromper. Pour réaliser les missions que la Constitution et la loi nous confient, les juridictions financières n'ont jamais été aussi en phase avec les attentes de nos concitoyens, aussi réactives aux demandes des pouvoirs publics, notamment d'assistance au Parlement, aussi attentives à l'évolution des normes professionnelles et des outils d'audit. Dans de semblables circonstances, en 1985, un de mes prédécesseurs, Pierre Moineau, s'adressant à un de vos prédécesseurs, Laurent Fabius, décrivait une Cour des comptes entourée de mystères, dont la nature, au-delà de la définition qu'en donnaient les textes, était impénétrable. Une Cour des comptes à l'apparence comme énigmatiquement suspendue, ajoutait-il, entre ce que nous croyons être et ce que l'on croit que nous sommes. Les choses ont bien changé. Sans flottement existentiel, nous sommes bien assurés de ce que nous sommes, et qui plus est, en pleine clarté. Les compétences de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes sur longue période et à court terme ne cessent en effet de s'étendre. À chaque fois que le besoin de contrôle se fait sentir, le gouvernement et le Parlement se tournent naturellement vers la Cour, comme il le fit récemment pour élargir ses pouvoirs d'enquête sur les établissements d'hébergement des personnes âgées, les centres de santé, ou encore de façon inédite pour lui demander de procéder in itinéré à des vérifications concernant la conduite de projets en cours, comme la préparation des Jeux olympiques. Après celles antérieurement initiées, les réformes récemment engagées par Pierre Moscovici, notre premier président, sont venues parachever une mue complète des juridictions financières, les rendant à la fois plus transparentes et accessibles. Tous nos rapports, toutes nos observations sont depuis 2023 publiques. La Cour diligente désormais des enquêtes d'initiative citoyenne. Une plateforme de signalement mise en place en 2022 au parquet permet à toute personne ayant connaissance d'appeler l'attention sur des irrégularités possiblement commises par des responsables publics. Ces évolutions positives, en particulier celles que constitue le 100% publication, peuvent entraîner des effets de bord médiatiques. Est-il cependant besoin de le rappeler? Sauf quand le législateur en décide autrement, la Cour est maître de la programmation de ses travaux, de l'ouverture des contrôles à la publication des rapports. C'est une condition et une garantie de son indépendance. Ce rôle de vigie, de tiers de confiance que les citoyens et les pouvoirs publics nous reconnaissent ne peut en effet s'exercer qu'en toute indépendance et impartialité. Comme le rappelle l'article 15 gravé au fronton de cette Chambre que vous venez de rappeler, pas de démocratie sans redevabilité, sans contrôle de l'exercice des charges,
des fonds publics. Ce devoir démocratique, il nous revient de l'exercer, il nous revient d'informer, voire d'alerter sur la santé des finances publiques, l'efficacité des services publics, les atteintes à l'intérêt général, en mettant en évidence non seulement les conséquences immédiates de certains choix, mais désormais aussi leur effet porté, l'héritage laissé à la charge des générations futures. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, ce devoir, ces missions et plus encore la confiance que les citoyens et les élus de la nation ont dans notre institution nous obligent. Plus une société est inquiète, plus elle est réceptive aux controverses. Le retour de la guerre sur le continent européen, les difficultés économiques, les tensions affectant la cohésion sociale en France alimentent logiquement chez nous, comme chez nos voisins d'ailleurs, inquiétudes et controverses, alors que la diffusion rapide d'informations non vérifiées permet toutes les manipulations sur les réseaux sociaux. Face à cette gîte médiatique et démocratique de notre société, les travaux des juridictions financières, par leur sérieux, doivent garantir l'objectivation des faits et, par la sûreté des évaluations, pondérer les termes du débat public, en rétablir l'assise. De nos investigations dépend aussi la tenue de l'ordre public financier, une des premières digues de notre État de droit, plus exposé qu'autrefois des ingérences étrangères corruptrices et aux menées criminelles de réseaux organisés. Nos juridictions sont en mouvement car elles doivent s'adapter à un environnement lui-même changeant, qu'il s'agisse du plan JF25 ou de la feuille de route baptisée Ministère public demain. L'objectif est d'ajuster mission et pratique aux évolutions du secteur public. L'action publique se veut moins verticale que par le passé, davantage contractualisée, plus partenariale, mieux apte à décanter les attentes parfois contradictoires de l'opinion. C'est dire l'importance des évaluations régulières. Nous avons nous-mêmes pris un tournant à l'occasion de nos enquêtes en faisant place toujours et de façon plus grande à la représentation de la société civile dans nos comités d'accompagnement, en prenant en compte les interrogations de l'opinion et les paroles citoyennes. Les deux plateformes citoyennes et de signalement dont j'évoquais la création récente ont de toute façon suscité un appel d'air irréversible. Cette année, pas moins de 10 enquêtes citoyennes sont programmées par la Cour et 15 par les chambres régionales et territoriales. Nous traitons chaque mois au parquet une centaine de signalements nouveaux. Comme le montre ce flux ininterrompu d'alertes, nos citoyens attendent de la Cour qu'elle fasse respecter la régularité financière et la probité dans le secteur public. À cet égard, le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, en vigueur depuis 1 an, est à un horizon d'attente encore. La réforme a fait couler un peu d'encre, les commentaires sont moins dubitatifs aujourd'hui, plus allants, mais forcément encore dans l'expectative. Je rappellerai seulement que cette réforme était indispensable. Il était urgent d'adapter la justice financière aux enjeux actuels de la gestion publique. Il était nécessaire de professionnaliser et d'unifier la fonction juridictionnelle pour qu'elle soit plus lisible et plus efficace. La plus grande lisibilité du nouveau régime, qui s'est donc substitué aux 2 régimes devenus obsolètes de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et de la Cour de discipline budgétaire et financière, est indéniable. Désormais, tous les acteurs de la chaîne financière de la sphère publique relèvent d'un seul juge et d'un régime répressif commun. Le ministère public que je dirige a le monopole des poursuites, qui assure la cohérence des décisions de renvoi au classement. Toutes les affaires sont instruites et jugées au niveau national par une chambre du contentieux, le cas échéant en seconde instance par la Cour d'appel financière, dont les arrêts relèvent en cassation du Conseil d'État. Cette réforme intervient dans un contexte fortement marqué par les changements intervenus dans la fonction publique, fortement marqué aussi par l'allègement des contrôles a priori. Qu'il s'agisse des ressources humaines ou de l'engagement des dépenses, le but recherché est de dégager des marges de manœuvre aux responsables publics. Cette gestion moins corsetée implique néanmoins, sauf à engendrer du laxisme, une responsabilisation plus forte des acteurs. Responsabilité managériale sur les performances de gestion, responsabilité juridictionnelle en cas de faute caractérisée. La sanction doit donc s'appliquer aux manquements individuels, mais aussi comme un rappel à l'ordre adressé à tous. C'est bien le sens d'une justice financière spécialisée, exercée par des magistrats connaisseurs de la gestion publique, de ses règles, mais aussi de ses contraintes. Une justice spécialisée dont l'essor et l'accomplissement devraient également permettre d'éviter une pénalisation excessive de la gestion publique en réservant les poursuites judiciaires aux infractions des responsables publics constitutives des délits graves à la probité. La première année de mise en œuvre du nouveau régime comporte des signes encourageants.
La transition entre l'ancien et le nouveau régime s'est effectuée sans heurts. La Chambre du contentieux a progressivement vu son plan de charge monter en puissance. Depuis janvier 2023, j'ai été amené à prendre 69 réquisitoires, dont 9 réquisitoires d'initiative et 26 réquisitoires supplétifs. L'étiage de la Chambre du contentieux en nombre d'affaires, en instance, est déjà 10 fois plus élevé que celle de la CDBF. Ces considérations positives méritent néanmoins d'être nuancées à plusieurs titres. L'essentiel de l'effort reste encore à produire. En dehors des créanciers qui me saisissent de l'inexécution de décisions de justice, les déférés proviennent quasi exclusivement des juridictions financières et principalement des chambres régionales et territoriales des comptes. Si la liste des autorités qualifiées pour me transmettre des faits constitutifs d'infraction ou susceptibles de l'être a été allongée, les saisines, notamment par les ministres, les inspections générales, le réseau de la Direction générale des finances publiques, les préfets, restent rares. La politique du parquet doit ensuite pouvoir prendre en considération de façon équilibrée les 10 cas d'infraction désormais prévus au Code des juridictions financières. Cela suppose d'avoir en qualité, en quantité et en diversité suffisamment d'affaires à traiter. La question du volume n'est pas tant problématique que leur insuffisante diversité à ce stade, qui dépend des enquêtes de régularité programmées dans le futur et de l'approfondissement des investigations menées par les chambres. Les infractions du nouveau régime peuvent être réparties en 4 blocs, vous le savez. Les infractions budgétaires et comptables, l'inexécution de décisions de justice, l'octroi d'un avantage à soi-même ou à autrui, les fautes graves de gestion entraînant un préjudice significatif. Les 2 premiers cas ne posent pas de difficulté. La caractérisation des 2 autres infractions, qui sont pourtant centrales, est beaucoup plus complexe car suppose une délicate interprétation de la loi. S'agissant des notions de faute grave de gestion, de préjudice financier significatif, d'avantages injustifiés accordés par intérêt personnel direct ou indirect, il revient à la jurisprudence de les préciser en faisant appel aux besoins et pour surmonter l'aporie des textes, aux forces imaginantes du droit, j'emprunte cette belle formule à notre collègue Delmas Marty. Il appartient ainsi aux juges d'exploiter le potentiel offert par la loi comme d'en explorer les limites. De cette jurisprudence en construction dépend l'avenir de la RFGP. J'entends veiller pour ma part à ce que la justice financière se concentre sur les atteintes graves aux règles de saine gestion et sur les désordres particulièrement choquants. De façon alternative aux poursuites, je peux d'ailleurs effectuer des mises en garde sous forme de rappel à la loi ou d'avertissement précontentieux, faculté que j'ai utilisée cette année à 59 reprises. En dehors du champ contentieux, le parquet général près la Cour exerce un devoir de vigilance et d'appui au siège. Il prend position sur l'organisation de la Cour, la programmation de ses travaux, les conclusions des rapports et émet des suites à ses contrôles. À travers l'action coordonnée de son réseau, le ministère public bénéficie d'une vue panoptique sur les services de l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les associations subventionnées ou faisant appel à la générosité publique. Il acquiert ainsi une très bonne connaissance des fragilités et des zones de risque de la sphère publique, ce qui lui permet d'œuvrer à la consolidation souhaitable d'un écosystème de l'ordre public financier en partenariat avec d'autres instances chargées en France et au niveau européen de la lutte contre la fraude et la corruption. Les relations avec l'autorité judiciaire, monsieur le garde des Sceaux, sont à la fois fréquentes, construites et fortes. 2023 a d'ailleurs été l'occasion d'une nouvelle circulaire publiée le 29 juin dernier, procédant à une redéfinition de la coopération entre parquets judiciaires et financiers. Comme l'an dernier, sont par ailleurs prévues en 2024 plusieurs rencontres interjuridictionnelles, les prochaines d'ailleurs dans le ressort des cours d'appel de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans celle de l'Île-de-France. Nous avons également, fin 2023, signé un protocole d'accord avec Tracfin, protocole qui produit déjà ses premiers résultats en termes de signalement réciproque. Nous développons nos relations avec des autorités développées de pouvoirs de sanction, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avec laquelle nous intensifions nos échanges touchant aux obligations déclaratives et déontologiques. Nous avons noué des liens avec la mission interministérielle de coordination antifraude, le parquet européen, ainsi qu'avec l'AFA, qui, grâce aux dispositions récentes de la loi d'orientation et de programmation de la justice, figure désormais au nombre des autorités de déférés. À cet égard, j'entends intensifier l'échange avec les autorités de déférés. Le maintien de la légalité dans le domaine financier n'est pas en effet de la seule responsabilité du juge, qu'il soit administratif, financier ou pénal, c'est bien l'affaire de tous.
Je voudrais, pour finir, vous dire ma conviction que les juridictions financières ont pleinement conscience du mandat qui leur est confié pour aider par leur contrôle à une action publique toujours plus efficace et exemplaire. Nous ne mésestimons pas, ce faisant, l'accumulation des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la liberté de l'action de l'État, ce que soulignent d'ailleurs nos récents rapports. L'endettement public et la charge induite par la dette brident les moyens d'intervention et d'investissement public. Ils limitent notre capacité à financer les transitions qu'appelle le changement climatique. Nous connaissons bien aussi les difficultés actuelles que rencontrent les grands services publics qui concentrent l'essentiel des enjeux pour notre société, l'équation complexe du financement des régimes de protection sociale, les dysfonctionnements du service hospitalier, en particulier des services d'urgence, la crise des vocations qui affecte l'éducation nationale, enfin, dans les circonstances présentes, la nécessité de maintenir un effort notable en faveur de la défense. Nous savons que devant relever bien des défis, votre gouvernement n'a guère d'autre choix que le mouvement et l'action. Votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, peut compter sur la pleine mobilisation de la Cour pour éclairer au mieux par ses évaluations et par son expertise la voie des réformes et le cap des politiques publiques, pour apporter au débat public des chiffres certains, des informations contredites et conforter ainsi notre vie démocratique qui ne redoute point tant, comme hier, le risque d'obscurs complots que la conspiration en plein jour de vérités contrefaites. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le procureur général, pour vos mots très justes. Mesdames et messieurs, c'est à présent à mon tour de partager avec vous les ambitions et les perspectives de la Cour pour l'année 2024. Les mois à venir seront le théâtre de nouvelles réalisations pour l'ouverture de notre institution citoyen. L'année qui débute sera aussi une année de projection vers l'aboutissement de notre plan de transformation interne. Elle sera enfin une année charnière pour les finances publiques et notre modèle de démocratie. Nous ne pourrons faire l'économie de choix structurels en tant que nation, en tant que société. Et nous, les juridictions financières, avec le Haut Conseil des finances publiques, avec le Conseil des prélèvements obligatoires qui sont près de nous, nous sommes là pour éclairer ces choix de manière rigoureuse, objective et impartiale. Avant de développer ces points, je voudrais revenir sur l'année 2023 qui a été riche à bien des égards. Ce fut une année durant laquelle les juridictions financières se sont profondément transformées. Je dirais, pour résumer, que tout simplement, nous publions désormais autrement, nous jugeons désormais autrement, et nous n'avons jamais été aussi proches des citoyens. D'abord, la Cour des comptes a engagé des réformes de grande ampleur pour être plus que jamais transparente, ouverte aux citoyens, à l'écoute de leurs préoccupations. Ce mois de janvier 2024 marque la première année de mise en œuvre de ce que nous appelons le 100% publication, c'est-à-dire le fait que nous publions désormais l'intégralité de nos rapports. Animés par l'ambition de transparence et de redevabilité qui sont au fondement de nos missions, nous avons décidé de publier tous nos travaux, hormis bien sûr ceux couverts par les secrets protégés par la loi. Il faut, je crois, penser cette réforme dans une perspective historique pour en apprécier l'ampleur. Lorsque j'étais auditeur à la Cour des comptes, seul un rapport public par an était rendu public, le fameux rapport public annuel de la Cour, que vous connaissez bien, Monsieur le Premier ministre. Sont venus ensuite les rapports publics thématiques, les rapports sur la générosité publique, les rapports annuels au Parlement. Mais, depuis le 1er janvier 2023, nous avons radicalement changé d'échelle. Nous publions désormais près de 180 rapports et observations définitives par an, consultés par plus de 5 millions de citoyens sur Internet et un nombre qui ne cesse de croître. Cette présence à l'esprit, en quelque sorte, de nos concitoyens est le signe de la diffusion à grande échelle de nos analyses, mais il est surtout le résultat des attentes croissantes des citoyens envers nous, envers nos travaux et de leur confiance dans nos publications. Cette confiance-là, elle nous oblige. La publication de l'intégralité de nos travaux n'est pas une réforme de façade ou d'apparat, moins encore une opération de communication. C'est un bouleversement important qui implique de porter une attention encore plus grande à la qualité de nos rapports, à leur délai d'exécution qui s'accélère, à leur intelligibilité. Nous y travaillons activement afin que nos publications soient plus en phase avec l'actualité, plus utiles pour les parlementaires, pour les décideurs publics, pour les citoyens. Ça nous conduit également à diversifier nos formats en mettant l'accent sur les évaluations de politique publique dont les chambres régionales des comptes, grâce à des modifications législatives, se sont emparées à leur tour en 2023.
Pour approfondir le lien de confiance qui nous unit aux citoyens, nous avons également décidé, le procureur général en a parlé, de leur donner la parole, d'être à leur écoute. Nous avons créé une plateforme de consultation pour permettre à chacune et chacun, dès l'âge de 15 ans, car c'est l'âge de la majorité numérique, de proposer des thèmes de contrôle qui pourront ensuite être instruits par la Cour et désormais par les chambres régionales et territoriales des comptes. Nous en tirons deux enseignements. Le premier est plutôt rassurant, le deuxième aussi d'ailleurs, c'est que parmi les 623 thèmes soumis par les citoyens, nombre d'entre eux étaient déjà dans le viseur des juridictions financières, donc nous n'étions pas complètement à l'aveugle. Le second enseignement, c'est qu'il existe une puissante demande de participation, avec près de 20 000 participants cette année. À la demande des citoyens, donc, nous sommes penchés en 2023 sur des sujets de société, tels que l'égalité, plutôt la politique d'égalité entre les femmes et les hommes, les cabinets de conseil privés dans l'administration, ou les subventions aux fédérations de chasseurs. Les sujets qui ont été sélectionnés pour 2024 donnent aussi le pouls des préoccupations de nos concitoyens. Ils mettent en lumière leur attachement à la qualité des services publics de proximité, comme l'eau, les transports, la gestion des déchets, mais aussi leur inquiétude sur la diminution de la qualité de ces services au niveau local notamment. La Cour enquêtera également sur la lutte contre la corruption et sur les passages entre le public et le privé, ces fameux pantouflages qui interrogent parfois les Français. Les propositions recueillies révèlent enfin l'attention portée par les Français aux enjeux de transition écologique et de solidarité, thème qui sera au cœur du rapport public annuel 2024 consacré à l'adaptation au changement climatique qui paraîtra, comme chaque année, en mars. Dans la même optique de faire du citoyen un acteur du contrôle de l'action publique, nous avons créé, le procureur général l'a rappelé, en fin 2022, une plateforme de signalement, et ainsi nous répondons aux attentes en matière de probité et de déontologie. Les signalements recueillis constituent une aide précieuse à la programmation des contrôles d'irrégularité. Lorsque les faits sont objectivés et documentés, bien sûr, les suspicions étayées, car il ne s'agit pas d'encourager je ne sais quelle délation. Près de 1400 signalements ont été réalisés, en moyenne 100 par mois, depuis la création de ce dispositif qui a donné lieu au lancement de plusieurs contrôles. Nous étions en quelque sorte à équidistance entre le Parlement et le gouvernement. Nous le demeurons bien sûr, mais nous avons désormais replacé le citoyen au centre de cette équation pour chacune de nos missions: contrôler, évaluer, certifier et juger. Nos missions de jugement ne sont pas en reste, elles sont modernisées, elles sont simplifiées par une réforme historique, en tout cas à notre échelle, un nouveau régime qu'il nous revient désormais de faire vivre. Avec la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics que le procureur général vient très justement d'évoquer, c'est notre métier de juge, enfin unifié, qui a été renforcé depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime il y a un an également. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant à toutes les parties prenantes qui ont œuvré pour cette réforme d'avoir permis de la mener à bien, après plusieurs tentatives malheureuses, et je remercie tout particulièrement Jean Castex, votre prédécesseur, Monsieur le Premier ministre et notre collègue, d'avoir porté cette réforme que le gouvernement d'Élisabeth Borne a ensuite approuvée, de nous avoir accompagnés dans la préparation et la mise en œuvre de cette avancée qui, pour nous, et je crois pour les citoyens, est capitale. Je ne vais pas revenir sur l'ancien régime de responsabilité des ordonnateurs, d'une part, des comptables, d'autre part, régime ancien, devenu inadapté à bout de souffle et que, franchement, personne ne doit regretter. Désormais, depuis le 1er janvier 2023, la Cour des comptes connaît la responsabilité financière de l'ensemble des gestionnaires publics. Nous n'avons pas tardé à nous emparer de ce nouveau régime. Et les institutions sont là. D'abord, la Chambre du contentieux de la Cour, installée en janvier 2023. Ensuite, la Cour d'appel financière, installée en juillet, que j'ai présidée pour la première fois il y a quelques semaines, composée de membres de la Cour des comptes et du Conseil d'État, dont je salue le vice-président Didier Rolland-Tabuteau. J'insiste un instant sur la mutation décisive que ça représente. Un ordre juridictionnel à part entière a été créé et installé, ce qui n'arrive pas tout de même tous les jours dans notre pays, et nous devons à présent nous en emparer et l'alimenter. Notre rôle est à la fois dissuasif et répressif, il est affirmé, et ça conduira, j'en suis sûr, à renforcer le sérieux et la probité de la gestion publique. Cette nouvelle responsabilité est la contrepartie de marge de manœuvre accrue des gestionnaires publics, appelée de ses vœux par le président de la République. Le régime unifié de responsabilité des gestionnaires est de nature répressive, comme l'était celui de la Cour de discipline budgétaire et financière. Certains s'en inquiètent, mais gardons à l'esprit qu'il vise avant tout à répondre aux fortes attentes des citoyens en matière de régularité et de probité, et qu'il se concentre
sur des atteintes graves à l'ordre public financier. Nous poursuivrons en 2024 notre effort de pédagogie pour mieux faire connaître la réforme. Monsieur le garde des Sceaux, nous comptons beaucoup sur la justice et pour initier une dynamique fluide entre justiciables, juridiction financière et juridiction judiciaire notamment. Enfin, les juridictions financières se transforment durablement dans la lignée de notre plan stratégique à l'horizon 2025, donc qui prendra fin l'an prochain. Nous avons résolument avancé dans la mise en œuvre des actions prévues par ce plan avec des objectifs bien définis, être toujours plus ouvert vers l'extérieur, être toujours plus en phase avec notre temps, accroître encore notre attractivité, notre rayonnement. Le terme de transformation, dont une institution aux traditions, vous le voyez, elles sont visibles, aussi ancrées, comme en témoigne la séance à laquelle vous assistez, n'est pas anodin. Certains magistrats présents dans cette assemblée, et je suis hélas concerné, car je crois que nous sommes parmi les derniers avec le procureur général à avoir fait cela, et également avoir assisté à la fameuse audience solennelle où Pierre Moineau parlait à Laurent Fabius, que vous évoquez, le temps passe. Donc certains magistrats ont débuté leur carrière en analysant les comptes des organismes publics sous la forme de liasses de papier qui figurent aujourd'hui dans les vitrines d'exposition des couloirs du Palais Cambon. Aujourd'hui, nous collectons et analysons les systèmes d'information, les lacs de données, les algorithmes. Nous procédons à des évaluations de politique publique. Nos méthodes, nos outils ont changé à la vitesse des évolutions de l'action publique, cela sans jamais revenir sur nos principes fondamentaux que sont, vous en avez déjà entendu parler, la collégialité, la contradiction et l'indépendance. La modernisation des juridictions financières n'est pas un vain mot. Elle était une ardente obligation et elle s'accomplit. À la fin de l'année 2024, nous aurons mis en œuvre chacune des 75 actions définies en concertation avec les membres des juridictions financières, de la réorganisation des espaces de travail au développement de notre culture managériale, ce n'est pas inutile, de l'obtention du label égalité entre les femmes et les hommes, pas inutile non plus, au déploiement de nouvelles stratégies numériques et de formation. Nous aurons également relevé un défi impérieux nouveau qui est celui de l'attractivité et de la diversité. Car nous sommes, en tout cas nous prétendons, nous voulons être une maison de l'intelligence, de la matière grise en tout cas, et ce qui forge les juridictions financières, ce sont avant tout les femmes et les hommes qui les composent. La réforme de la haute fonction publique a ses vertus et ses complexités. Ce n'est pas le jour de les commenter. Mais, en tout cas, je peux dire qu'elle a offert à la Cour des comptes une opportunité historique pour renforcer la diversité et élargir les compétences de son collectif de travail. De nouvelles voies de recrutement ont été créées, beaucoup plus ouvertes. Nous avons désormais la charge de la majorité de nos recrutements, ce qui suppose de développer notre attractivité et nous favorisons la sélection de professionnels d'excellence aux profils diversifiés, formés aux enjeux les plus contemporains. Je suis intimement persuadé que notre institution doit demeurer un corps vivant, dynamique, rayonnant, en prise avec le réel, qui offre à ses membres des carrières alternées entre ici et l'extérieur, passionnantes, en dehors de nos murs et en leur sein donc, avec la suppression de l'ENA, avec la fin du recrutement des auditeurs à la sortie de l'Institut national du service public. Cette attractivité ne se postule pas, elle doit se construire, elle doit se défendre, elle doit se mériter et nous y employons naturellement vivement. Je remercie le gouvernement pour le travail que nous avons pu conduire ensemble au cours des derniers mois et qui a abouti sur une réforme statutaire majeure pour les membres et l'avenir des juridictions financières. Il nous reste une étape à franchir pour mettre en cohérence notre régime indemnitaire, cette fois-ci, avec celui des inspections générales et des administrateurs de l'État. Monsieur le Premier ministre, nous savons pouvoir compter sur votre engagement pour faire aboutir positivement ces chantiers. Permettez-moi, pour en terminer, quelques mots sur les défis qui vont également marquer l'année qui s'ouvre. Ce sont ceux du monde et ceux de la France. La situation de nos finances publiques, alors que la transition écologique, numérique et les incertitudes économiques, politiques, géopolitiques, sociales auxquelles font face notre pays exigent des investissements sans précédent. Ce contexte renforce, et je le dis de manière extrêmement précise, le caractère absolument indispensable de nos missions en matière d'analyse des politiques publiques. Au nom de la Cour des comptes, mais aussi du HCFP que je préside à ce qualité, je l'ai dit et répété maintes fois au cours des derniers mois, et je continuerai sans relâche à le dire et le répéter. L'état des finances publiques en France, mais vous en êtes profondément conscient, Monsieur le Premier ministre, est insatisfaisant. Et nous sommes bien contraints de l'admettre, cette dynamique est encore là en 2024. Nous le savons tous, les crises sanitaires et énergétiques ont propulsé notre dette publique à des niveaux historiques.
alors que les effets de la crise Covid s'estompaient. L'année 2023 n'a pas réussi à totalement inverser cette tendance. La croissance des dépenses publiques continue de peser sur le déficit, qui s'est encore dégradé en 2023 par rapport à 2022. Certes, Monsieur le Premier ministre, nous nous félicitons qu'une loi de programmation des finances publiques ait été adoptée pour la période 2023-2027. C'était un devoir constitutionnel. C'était aussi une responsabilité envers nos partenaires européens. C'était tout simplement une nécessité pour l'action publique que de se doter d'un tel texte. Mais les derniers avis du Haut Conseil montrent bien que l'année 2024 et les suivantes s'annoncent tout aussi exigeantes. Cette situation nourrit des inquiétudes légitimes sur la dette française, mais je tiens à le dire, davantage sur sa dynamique que sur sa soutenabilité, qui à ce stade n'est pas en cause, alors que notre niveau d'endettement atteint des sommets. La trajectoire de désendettement prévue dans la loi de programmation des finances publiques apparaît, aux yeux du Haut Conseil, encore trop peu ambitieuse, mais aussi fragile. Le retour sous 3 points de PIB du déficit public est prévu uniquement pour 2027, ce qui est plus tardif que nos voisins européens. Cette trajectoire, elle n'est pas pour autant garantie, tant elle semble jalonnée d'hypothèses optimistes. Le scénario macroéconomique du gouvernement pour 2024 repose sur une hypothèse de croissance élevée, qui s'écarte sensiblement des autres prévisions, un écart qui n'est pas résorbé par de nouvelles perspectives économiques mondiales qui ne sont pas les plus gaies. Ce qui préoccupe surtout, c'est l'augmentation spectaculaire de la charge de la dette, qui s'est accrue et qui est vouée à s'accroître encore. Les administrations s'apprêtent à verser plus de 57 milliards d'euros d'intérêts en 2024, et ce montant devrait atteindre 84 milliards d'euros en 2027, ce qui veut dire que la charge de la dette, après avoir symboliquement dépassé le niveau du budget de la défense nationale cette année, deviendrait le supérieur au premier poste de dépenses de l'État, surpassant, pour ainsi dire, le budget de l'éducation nationale. À l'heure où les règles européennes budgétaires seront bientôt remises en œuvre sous un format certes révisé, nous devons aux citoyens, mais aussi à nos partenaires européens, de veiller à la maîtrise de notre dette publique et plus largement à la pérennité de notre modèle. Et à ce titre, je persiste à souhaiter qu'à terme, notre Haut Conseil des finances publiques dispose d'un mandat aussi étendu que celui des homologues européens, notamment en une matière qui nous manque cruellement, qui nous manque collectivement, qui est celle d'avis sur la soutenabilité de la dette. Car la montagne de dette qui s'accroît année après année nous empêche, et c'est ça le vrai problème, d'investir et de dépenser de manière constructive. Je n'ai jamais été un partisan de l'austérité. Il ne s'agit pas de vouloir raboter, couper, affaiblir la situation des services publics. C'est pas ce que nous voulons collectivement, alors que les besoins d'investissement dans la transition environnementale, dans la santé, dans l'éducation, dans l'innovation et dans la recherche, par exemple, sont toujours plus nécessaires. Cet effet ciseau pose une série de questions structurelles, et ça nous invite à modifier nos comportements collectifs vis-à-vis de la dépense, à soulever en quelque sorte le capot de la dépense publique, afin de la rendre plus efficace, plus efficiente, d'opérer différemment lorsque cela est possible. En somme, il faut nous désendetter pour investir et dépenser mieux. Et je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre, que la Cour des comptes, naturellement, est à la disposition du gouvernement pour participer à cet effort d'intelligibilité, d'intelligence de la dépense publique. Monsieur le Premier ministre, je me réjouis à ce titre que le gouvernement ait initié des revues de dépenses pour tenir l'engagement d'économie de la loi de programmation de finances publiques. Et j'ai dit au gouvernement, et je le redis solennellement, et je le redis au Parlement, ici représenté par les présidents des commissions des finances des deux assemblées, par Monsieur le rapporteur général, qu'il y ait une entière disponibilité de la Cour, du Haut Conseil des finances publiques, et je peux ajouter de ma part, pour y participer. Notre place est dans le respect de notre indépendance. Je veux redire ma conviction, ni le rabot, ni le seul levier de la croissance, bien sûr, qui est le principal, avec l'espoir indéfini de recettes, ne résoudront notre équation de finances publiques. Celle-ci demande, et ça c'est incontournable, une action déterminée et collective pour maîtriser les dépenses publiques. Pour reprendre les mots de Corneille, la vertu de cette action sera d'autant plus ferme qu'elle évitera tous les hasards. Pour éclairer les choix de la nation, pour informer le citoyen, la Cour continuera donc à dessiner les chemins d'amélioration possibles, à en quelque sorte dire le vrai, ou l'essayer en tout cas. Nous poursuivrons notre mobilisation sur des thèmes profondément structurants et tournés vers l'avenir. Nous continuerons de produire des analyses sur les moyens de réaliser une transition écologique et énergétique juste socialement, efficiente, efficace économiquement. Il est de notre devoir de contribuer à ces questionnements, car nous disposons
dans les juridictions financières d'un atout précieux et rare dans l'État qui est le temps de l'analyse. Le rapport public annuel 2024 est ainsi consacré au thème de l'adaptation au changement climatique, tandis que le rapport public annuel suivant, je peux l'annoncer ici, sera lui aussi tourné vers l'avenir. Il traitera des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Et je sais, Monsieur le Premier ministre, combien vous êtes attaché à cet enjeu. Nous publierons aussi, comme chaque année, nos travaux sur les finances publiques en nous inscrivant dans le printemps de l'évaluation pour assister au mieux le Parlement, car ces rendez-vous de finances publiques seront cruciaux en 2024. Il faudra se conformer à des règles européennes remises en place et réformées simultanément, exécuter le PLF 2024 dans un contexte économique incertain, respecter au mieux la trajectoire de la LPFP, préparer et faire voter le PLF et le PLFSS 2025, avec, nous le savons tous ici, un quantum d'économies inédit depuis des années, peut-être des décennies. Nous sommes, à chaque étape, présents et disponibles pour éclairer le débat avec objectivité, attentif à ce qui est pour moi essentiel et dont on est trop peu conscient dans notre pays, la qualité de la dépense publique qui peut être et doit être grandement améliorée. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les hautes autorités civiles et militaires présentes, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la Cour des comptes, comme toujours, et peut-être plus encore dans les temps exigeants et difficiles que nous vivons, se tient prête à accompagner le Parlement et le gouvernement dans l'ensemble de ces défis. Nous le ferons sans alarmisme, ce n'est pas notre goût, mais sans complaisance, ce n'est pas notre tâche, et sans jamais céder à certains assauts teintés d'illibéralisme qui prospèrent sur le terreau des simplifications, des invectives, des fausses nouvelles. La démocratie est en péril dans de nombreuses régions du monde. Elle sera en question lors des élections nombreuses et incertaines qui marqueront l'année 2024 pour plus de 3 milliards de personnes. Les conflits se multiplient, les populismes gagnent du terrain, y compris en Europe. Dans ce contexte, les autorités indépendantes, les cours suprêmes, ne sont pas des fardeaux ou des obstacles qu'il faudrait lever. Elles sont au contraire des garantes de l'état de droit et des piliers de nos démocraties. Si nous perdons cette boussole-là, si nous perdons ce fil à plomb de nos institutions, alors nous courons tous les risques. À notre place, avec objectivité, fermeté, impavidité quand il le faut, enthousiasme toujours, nous continuerons à jouer notre rôle au sein de nos institutions et au service de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de nouveau, car c'est l'occasion, une excellente année 2024. Si vous le permettez, je vais vous demander de rester assis à votre place un instant afin que je puisse accompagner le Premier ministre. La séance est levée.